Je vais donc essayer de vous parler de ce que nous faisons sur la Loire et puis un petit peu sur l'Erdre, tout simplement aussi parce que l'expérience de l'Erdre nous a aussi appris un certain nombre de choses qui peuvent avoir des conséquences ou en tout cas des options sur ce qu'on pourrait demain faire sur la Loire. Alors je ne vais pas revenir à la fin des Rocchio en 1970, hein, c'est un petit peu lointain, mais après tout, Nantes a aussi eu le privilège de rétablir un certain nombre de moyens de transport qu'elle avait fait disparaître. Hein. Le tramway en 58, retour en 85, les 30 ans cette année. Bon, les Rocchio qu'on a fait renaître effectivement dans les années 2005, on verra ça plus précisément en matière de date. Bon, puis je sais qu'on parlera du pont Transborder qui a aussi été démoli en 58, donc l'histoire a toujours un éternel recommencement. Alors sur le transport fluvial, je vais me placer volontiers et uniquement dans la perspective de ce que nous voulions faire nous, c'est-à-dire un transport fluvial à vocation de transport public urbain. Je ne parle pas de transport fluviaux à vocation touristique, puisque d'abord c'est pas mon métier, et deuxièmement on est bien dans cette interrogation sur quelle peut être la place du fluvial dans l'organisation d'un réseau de transport public. Et d'ailleurs, c'était la volonté telle qu'elle avait été exprimée par les élus de l'agglomération nantaise. Alors c'est vrai que les fleuves, ça fait beaucoup rêver dans les villes, tout simplement parce que on parlait tout à l'heure de congestion, et quand on regarde les espaces qui sembleraient moins congestionnés que les autres, ben, quand on regarde sur une carte, on s'aperçoit que souvent sur les fleuves, effectivement, il y a des bateaux, mais il y a beaucoup de place. Mais on est dans une problématique de transport, c'est-à-dire c'est pas le tout d'avoir un espace où on peut faire circuler des véhicules, fût-ce des bateaux. On est aussi dans une problématique de déplacement, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir le prendre, et si on le prend, c'est aussi pour faire un déplacement qui a du sens, qui va d'un point A à un point B. C'est pas uniquement pour faire un petit tour sur le fleuve. C'est pour ça que l'approche que nous avions faite, après un certain nombre d'études qui avaient conduit d'ailleurs à l'époque l'agence d'urbanisme dans les années 2000-2002, où on avait regardé un certain nombre de ce qui se faisait en Europe, principalement à l'étranger, puisque les quelques autres expériences françaises qui existent ne sont pas tout à fait du même domaine que celle de Nantes. Hein. On a beaucoup d'expériences de desserte de bateaux dans les rades, hein, à Toulon, à Lorient, tout près d'ici, par exemple, mais on n'est pas du tout dans la problématique des transports fluviaux. Donc on avait regardé un certain nombre d'expériences telles qu'elles se passent, par exemple, à Hambourg ou dans les pays du Nord, et on a une approche assez pragmatique, c'est-à-dire que pour tester la réalité, ou plutôt est-ce que l'offre est une demande, si je reprends les propos de Philippe de tout à l'heure. Cette approche a été très pragmatique, ça a consisté d'abord lors des journées sans voiture, ça nous ramène très loin, on est dans les années 2001-2002, où il y avait, pour promouvoir le transport public, ce qu'on appelait la journée sans voiture. Les années d'après, il y avait la semaine de la mobilité, où on était sur une semaine. Donc on a fait ce type d'expérience pendant une journée, pendant une semaine, avec une difficulté qui est tout à fait notoire dans le transport fluvial, c'est que là aussi, autant il existe des autobus, des tramways sur même les marchés des catalogues, du bateau pour faire du transport fluvial, il n'y en a pas tellement. Et pour mener ces expériences, je sais qu'on s'était adressé à un professionnel, hein, Finismer pour ne pas le nommer, puisque ce n'est pas le métier de la Sémitane, et que la principale difficulté qu'on avait toujours rencontrée, c'était de trouver un bateau qui puisse nous permettre de faire cette expérience. Une expérience d'autant plus compliquée, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que le déplacement, il n'a du sens que si on arrive effectivement au bord de la rivière pour la traverser. Et vous n'ignorez pas ici, bien entendu, que la Loire, c'est un fleuve un peu particulier, puisqu'il a notamment un marnage très important, et qui arrive parfois à faire 7 mètres. Hein, donc, pour accéder à un bateau, quand il y a un marnage de 7 mètres, on a effectivement un certain nombre de difficultés. Et donc, cette expérience, elle a commencé tout doucement par une journée de traversée, qui avait des résultats plutôt assez sympas. La semaine, ça s'est plutôt bien passé. Et le tout s'est un petit peu accéléré, tout simplement parce qu'on est arrivé dans les années 2002-2003 avec une problématique qui était, on attaquait les travaux du busway. Donc si vous vous souvenez, ça veut dire qu'on allait un petit attaquer la deuxième ligne de pont, comme on dit ici. Et je me souviens qu'à l'époque, notre président nous avait dit, ça serait bien que pendant ces travaux, vous ouvriez une alternative en faisant une ligne continue qui ne s'arrête pas aux expériences de la semaine, mais qui fonctionne pendant toute l'année, simplement parce que les premières expériences étaient positives. Et donc en juin 2005, on a lancé effectivement la première ligne qui faisait Trente-Mous-Gare Maritime, qui avait un certain nombre d'avantages par rapport à ce que j'évoquais, c'est que côté Gare Maritime, il existait un ponton, donc il n'y a pas besoin de création de ponton, c'est une condition importante. Et puis de l'autre côté, nous avons réutilisé un ponton qui avait servi pour le cinéma, donc qui n'était pas forcément extrêmement solide, mais
jusqu'à présent, il tient toujours. Donc, j'en parle parce qu'il faudra le vérifier cette année. Donc, c'est ce ponton qui était du côté de Trentemoux et mis en place un service avec un bateau qu'on avait été recherché en Méditerranée et qui a commencé son service. Alors, le problème, c'est qu'avec un bateau, même si on fait que traverser la Loire, la traversée n'est pas très longue, hein, ça fait 6-7 minutes, mais quand on fait les calculs avec les temps d'appontage, de montée-descente des voyageurs, avec un bateau, on arrive à faire un service que toutes les 20 minutes. Et tout à l'heure, on évoquait effectivement ce problème d'offre et la demande. Moi, j'évoque le fait qu'on est dans un service urbain, et un service urbain à 20 minutes, on est tout juste dans ce qu'on peut considérer comme un début de service urbain. Nos critères habituels, c'est plutôt de faire du quart d'heure, voire faire du 10 minutes en heure de pointe. On ne peut pas faire ça avec un bateau, même quand il fait une toute petite traversée. Et donc, ce service ayant plutôt bien réussi, puisque la première année, on a quand même fait pratiquement 200 000 voyageurs avec un seul bateau, donc c'était plutôt un résultat assez positif, parce que je pense que ce service, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Éric dans son propos, d'une part, il permettait de remplir des liaisons qui n'existaient pas sur le réseau de transport public ou sur la voirie. Deuxièmement, il arrivait à un moment où il y avait des contraintes sur la traversée de la Loire, sur la deuxième ligne de pont, et donc les répercussions sur la première ligne de pont. Et puis ce service, il a l'énorme avantage aussi d'être extrêmement bien connecté au réseau de transport public, puisque cette liaison, ce n'est qu'un tout petit bout de liaison, et quand on arrive à Gare Maritime, on est effectivement quasiment sur la ligne 1 de tramway, et donc on a une coordination avec le réseau qui fonctionne plutôt bien. C'est un peu d'ailleurs les raisons du succès de cette navette. Succès auquel on peut ajouter un autre aspect qui, pour nous, est assez important, c'est que, ça revient à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les motifs de déplacement, cette navette, elle a à la fois des fonctions domicile-travail, domicile-école, parce que finalement, elle fonctionne dans la journée pour ce type de déplacement, mais on est aussi, de côté Trentemoux, sur un secteur plutôt assez sympa et assez touristique, et du coup, on a aussi des services du samedi et du dimanche qui sont plutôt bien utilisés. Et donc le résultat de cette navette, c'est que ça répond à peu près à toute la gamme des motifs de déplacement urbain tels qu'on peut les imaginer. Ce qui a donc expliqué ce premier succès qui nous a effectivement encouragés, d'abord à faire construire, ou plutôt notre affrété, a construit un véritable bateau, puisque pendant la première année, on a fonctionné avec un bateau si je dis de récupération, ça serait péjoratif, mais un bateau qui n'était pas adapté tout à fait à ce service-là. Et donc, les gens de Finismer vont en vouloir si je dis un bateau de récupération. Mais il n'était pas tout à fait fait pour ce type de service. Voilà, disons-le comme ça, c'est plus aimable et plus vrai. Et donc, en fait, on s'est lancé, ou ils se sont lancés dans la réalisation d'un véritable bateau fait pour cette liaison. Donc, un bateau de 90 places. Et pourquoi on a choisi ça en liaison avec Finismer, c'est qu'on voulait un bateau qui ait finalement la capacité d'un bus. Ce qu'on voulait faire, c'était un bus sur l'eau, avec le même principe que notre réseau, c'est-à-dire on monte à l'avant et on sort à l'arrière. Donc on veut toujours faire de ce navibus vraiment un élément du réseau de transport public. Et donc c'est pour ça qu'il fait 90 places, qu'on monte à l'avant, qu'on descend à l'arrière, et qu'on voyage exactement comme on voyagerait sur un des autobus. Ensuite, ce bateau, la suite du succès, c'est effectivement le fait qu'on en a augmenté la fréquence, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour passer d'un service qui était à 20 minutes à un service qui maintenant ressemble à un vrai service urbain, c'est-à-dire qu'aux heures de pointe, on fonctionne toutes les 10 minutes et aux heures creuses toutes les 20 minutes. Il y a beaucoup de lignes de bus à la Sémitane qui n'ont pas cette fréquence de 10 minutes aux heures de pointe. Donc on est bien dans la vocation d'un service urbain. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ce service qui s'est développé, puisqu'on fait en même temps des services de soirée. Pendant l'été, on fait des services jusqu'à minuit, parce que là aussi, on est dans la vraie problématique du réseau de transport public. Donc on doit aussi offrir des alternatives pour d'autres motifs que le domicile-travail, qui transporte à peu près 20 000 vélos par an. Donc là aussi, qui correspond bien, on voit bien, à un maillon de déplacement. Tout le monde n'est pas obligé de prendre le tramway quand il arrive à la gare maritime. Donc là aussi, c'est un vrai élément de la chaîne de déplacement. Et donc l'année dernière, en 2014, nous avons dépassé les 520 000 passagers sur ce service. Donc en l'espace de 2006 à 2014, on est passé de 200 000 à peu près à 520 000 passagers. Donc on voit bien qu'il y a une vraie réponse. Alors 520 000 passagers, sans reprendre les propos d'Éric, ça fait évidemment, par rapport aux 130 millions de voyages que transporte la Sémitane tous les ans, c'est peut-être une goutte d'eau, mais 500 000 ou 520 000 passagers, c'est une ligne de bus du niveau moyen du réseau de l'agglomération nantaise.
si vous connaissez le réseau, ça ressemble à une ligne comme la 29 qui dessert Saint-Sébastien. Donc c'est pas une petite ligne dans notre réseau. C'est pas les lignes du réseau armature, c'est pas les lignes chronobus, mais c'est la catégorie juste après. Donc c'est bien un service urbain. Donc cette expérience qui se poursuit donc maintenant depuis 2005-2006, avec maintenant 2 bateaux qui sont dédiés à ce service, c'est devenu maintenant un des maillons indispensables de notre réseau. J'allais dire, on n'imaginerait pas aujourd'hui, puisqu'on se pose souvent la question, quel est le maillon qu'il faudrait supprimer si on doit faire des économies. Donc je vais faire hurler, on va prendre le problème à l'envers. Aujourd'hui, on n'imaginerait pas de supprimer ce maillon. Bon. Petit retour sur l'Erdre, puisqu'on a évoqué cette question tout à l'heure. Sur l'Erdre, on a fait 2 expériences. La première, c'est dans les années 95, on se rappelait de nos souvenirs d'anciens combattants avec Philippe, la petite navette électrique, hein, la Mouette, qui fait toujours la liaison Port-Boyer-Université, qui correspond bien, là aussi, à un manque dans le réseau de transport public ou à un manque de franchissement, parce que tant qu'on regarde comment on va franchir l'Erdre entre les ponts qui sont au niveau de la Genelière ou les ponts qui sont plus bas à la Motte Rouge, il n'y a pas de franchissement. Et donc ce petit passeur qui faisait cette liaison sur l'université, bon, qui aujourd'hui transporte 60 à 80 000 passagers par jour, j'en rêve, par an, bon, il fait un petit complément de réseau, il rend beaucoup de services, y compris aux joggers le dimanche, puisque ça permet de courir et de redescendre pas par la même rive où on a couru, donc il y a aussi beaucoup de vertus liées au samedi et au dimanche. C'est un petit service à la demande. Bon, je trouve qu'il y a un petit côté sympathique, je reviendrai dessus parce que c'est un peu un lieu d'expérience, puisque c'est une navette électrique, hein, c'était dans l'environnement de l'Erdre. On souhaitait effectivement avoir un bateau qui montre un certain nombre de qualités environnementales, et sans dévoiler quoi que ce soit, on travaille actuellement à mettre sur cette navette, j'espère cette année, un bateau qui fonctionnera avec un moteur à hydrogène pour rester aussi dans de l'énergie propre sur ce type de franchissement. Et puis nous avions donc eu l'idée de créer une ligne fluviale entre la gare SNCF et l'université. Alors pourquoi la gare SNCF-Université? Parce que quand on regarde notre réseau, tout le monde dit, tiens, il manque une liaison rapide ou une liaison directe entre la gare et l'université. Beaucoup d'étudiants arrivent à la gare. Quand ils veulent aller à l'université, il faut prendre le tramway, la correspondance, c'est compliqué. Et donc c'est pour ça qu'on avait imaginé que l'Erdre pouvait faire ce lien. Cette liaison fluviale qu'on a mis en service en 2005 ou en 2005, c'est une liaison sur laquelle nous avons eu beaucoup de déboires. Le premier, c'est qu'on n'a jamais atteint la dimension d'un service urbain. Parce que quand on s'amuse à faire gare SNCF Sud jusqu'à l'université, avec les contraintes de navigation de l'Erdre, hein, où on n'a pas le droit de naviguer très vite. Hein. Moi, je me souviens que les clubs d'aviron n'étaient pas très sympathiques quand ils ont vu passer cette navette. Hein. Il y a même des articles dans la presse qui racontaient à l'époque que notre bateau au milieu de l'Erdre, ça ressemblait au tramway qui traverserait la pelouse de la Bougeoire. Vous voyez, c'était un peu méchant comme comparaison. Avec un bateau, parce qu'à l'origine, on a pu lancer le service qu'avec un seul bateau, il nous fallait à peu près 1h20 pour faire l'aller-retour. Donc là, je ne suis plus du tout dans du service urbain, là, je fais de la promenade. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, nous avons eu des promeneurs, c'est-à-dire des gens qui, finalement, au lieu de prendre les bateaux de l'Erdre, finalement, trouvaient qu'avec un ticket de bus vers Gare Sud Genelière, c'était bien plus sympa que de payer le tarif X fois plus important, même si on ne servait pas à bord, hein, ça c'est la différence. Et donc, du coup, on n'a jamais construit un service urbain sur cette liaison. Et donc, on peut dire qu'on n'a jamais pu expérimenter en vraie grandeur ce qu'aurait été une liaison fluviale sur ce fleuve, avec, comme l'évoquait tout à l'heure Eric aussi, le fait qu'il y avait une concurrence très directe. C'est quand même, entre la gare et l'université, c'est vrai qu'aujourd'hui, même avec une correspondance sur un réseau de tramway à 3 minutes, on peut s'aligner tous les matins, ça ira plus vite sur le réseau de tram que sur la navette fluviale. Et donc cet échec, entre guillemets, parce qu'on a arrêté le service en 2009, faute de combattants, parce qu'on reviendra sur les coûts, un service fluvial c'est sympa, mais ça a aussi des coûts, hein, tout a un coût. Finalement, on n'a jamais trouvé sa clientèle, mais est-ce qu'on n'a pas été aussi au bout de la démarche? Bon, il lui fallut 3 ou 4 bateaux pour pouvoir lancer une liaison sur l'Erdre qui ressemble à une liaison urbaine au quart d'heure. Or, comme c'est des bateaux qui avaient été assez sophistiqués, le bateau qu'on avait fabriqué, en plus on ne s'était quand même pas facilité la vie
On avait fait un hybride électrique parce qu'on traversait le tunnel, donc on pouvait traverser le tunnel sans émettre de gaz. Donc on s'est quand même mis beaucoup de boulets au pied pour rater cette expérience. Et donc on a raté cette expérience. Il ne faut pas regretter les expériences ratées parce qu'on apprend aussi des expériences ratées. Il y avait une autre difficulté quand même qu'il faut relever, c'est que un des problèmes du fluvial, c'est aussi les temps d'accostage et de accoster et repartir. C'est-à-dire quand on a une liaison directe quand on traverse, finalement le temps aux escales, si j'ose dire, il est quasiment neutralisé puisque c'est le temps où je monte dans le bateau et après je m'en vais. Si on imagine qu'on fait des stations intermédiaires, eh bien le passager qui veut aller lui à l'autre bout de la ligne, il va avoir à chaque fois le temps d'accostage et de repartir. Et sur l'aire où nous avions construit un certain nombre de stations, au pont de la Motte Rouge, enfin il y avait toute une série de stations, même si on avait essayé de rendre ces accostages assez faciles, ça compliquait encore le temps de parcours. Et donc on était dans une situation où on n'arrivait pas à faire du service urbain de qualité. C'est d'ailleurs pour moi une des grosses difficultés pour faire des services urbains fluviaux qui puissent avoir un certain nombre de stations en ligne si on ne veut pas être pénalisé par ces temps d'arrêt. Parce que si les gens passent 2 minutes à chaque arrêt, ils vont trouver que le trajet, qui est déjà sympathique peut-être, mais va s'allonger encore. Donc c'est une des difficultés qui était apparue sur l'Erdre. Et donc la conclusion de tout ça, c'est que pour faire un vrai service urbain avec des bateaux, il faut pouvoir atteindre les fréquences qu'on a sur des lignes de bus, ce qui veut dire que très très vite, on atteint des demandes en matière de matériel extrêmement importants. Et donc je vais tomber sur le problème des coûts. Alors sur le problème des coûts, parce que on est à 500 000 passagers. Combien ça coûte aujourd'hui? Aujourd'hui, ça coûte à peu près, ça coûte en gros à peu près 1,3 million tout mouillé pour les 520 000 passagers que j'évoquais tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait que ce coût est aujourd'hui en moyenne plus élevé que le coût d'une ligne de bus? C'est qu'on est en régime maritime. Et en régime maritime, avec un bateau de 90 places, on est obligé d'avoir 2 personnes à bord. On a un capitaine et un matelot, oui, ça doit s'appeler comme ça. Donc il y a 2 personnes à bord. Alors que dans un bus, comme vous le savez, depuis des années, depuis maintenant 50 ans, tous les réseaux de transport public sont passés au service à un agent. Donc il y a déjà un coût de fonctionnement qui est plus élevé qu'un coût de fonctionnement d'un réseau d'autobus. Et puis un bateau, ça coûte quand même un peu plus cher qu'un autobus. Je crois que les bateaux qui fonctionnent sur la Loire actuellement sont aux alentours d'1 million, 1,2 million. C'est à peu près le coût de ces bateaux-là. Un bus, ça vaut 250 000 € si je veux faire la proportion. Donc un bateau, ça coûte 5 bus et il faut 2 personnes à bord pour le faire fonctionner. Donc on est dans une échelle de coût qui est effectivement pas du tout la même que celle d'un réseau de transport public, même si après on peut discuter à l'infini sur est-ce que c'est cher, pas cher. Là j'avoue que là on rentre dans des équations qui sont plus des équations entre guillemets politiques, c'est-à-dire quels sont les moyens que je veux mettre en œuvre pour assurer tel ou tel service. Mais on voit bien qu'il y a aussi une dimension économique qui n'est pas exactement la même que celle d'un réseau de transport public. Sur route, s'entend. Alors c'est comme ça l'équation. Alors peut-être qu'un jour les prix des bateaux baisseraient s'il y en avait beaucoup qui étaient construits, mais ça j'y crois pas trop, puisque des expériences fluviales, il n'y en a pas beaucoup qui se sont développées en France. Il y a eu une petite expérience menée par le STIF en région parisienne avec un service qui s'appelait Voguéo, mais qui a été arrêté parce que là aussi, il n'a jamais trouvé sa clientèle. Et puis, en service fluvial en France, à ma connaissance, j'en connais pas d'autres que celui que nous avons fait. Les autres, je répète, c'est des services de rade. Ça ressemble pas du tout à des services fluviaux sur des rivières. Donc, notre expérience qui est régulièrement visitée, parce qu'on a reçu beaucoup de monde, Maintenant, il y a Bordeaux qui fait aussi une traversée de la Garonne, même si son bateau parfois s'écrase sur les piles des ponts, mais ça c'est un déboire vrai, mais c'est juste une moquerie pour nos amis de Bordeaux, parce que je sais qu'on est très amis avec les Bordelais. Ça c'est le derby Nantes-Bordeaux. Ouais. C'est ça, c'est dans la continuité, je sais qu'on est en compétition avec Bordeaux, mais ils avaient fait un bateau compliqué aussi, ils ont voulu faire un bateau hybride aussi, et on s'aperçoit que c'est pas une anecdote cette histoire, c'est que je pense que quand on fait des expérimentations, il ne faut peut-être pas non plus se mettre toutes les difficultés en même temps. C'est-à-dire à la fois vouloir expérimenter un service, vouloir en plus qu'il soit nouveau en matière d'énergie, donc des bateaux hybrides, des bateaux ceci, cela.
c'est prendre beaucoup de risques que de multiplier dans une expérience les difficultés. Et c'est peut-être aussi la leçon qu'on devrait tirer de l'air dans ce qui me concerne, c'est que de mettre trop de contraintes à une expérience, ça rend l'expérience souvent un peu plus difficile à réussir que quand on a déjà les simples contraintes de mettre en place quelque chose de nouveau. Bon, donc sur la Loire, on a un truc bien plus simple, hein. C'est un bateau classique qui fonctionne avec du bon vieux fuel, donc ça marche très bien. Et d'ailleurs, c'est même plutôt raisonnable parce que la Loire n'est quand même pas un fleuve facile. Il y a du courant, il y a un certain nombre de difficultés, et donc il vaut mieux là aussi ne pas se lancer parce qu'on nous avait dit mais pourquoi pas faire un bateau électrique, solaire, tout ce que vous voulez. Moi je veux bien, mais ne multiplions pas les risques sur des expériences. Donc le bilan qu'on en fait, c'est que nous, les passeurs aujourd'hui à Nantes, services de passeurs, dès qu'ils sont intégrés correctement au réseau, il y a des résultats. Une ligne, ça pose tout de suite la problématique des moyens à mettre en œuvre, parce qu'il faut de la fréquence, il faut du service, et si on n'a pas les services minimums, on n'aura pas de fréquentation, on fera du tourisme. C'est une activité tout à fait honorable, hein. Il y a rien, moi j'ai rien contre le tourisme, mais ce n'est pas l'activité d'un réseau de transport public urbain. Donc, vous nous avez expliqué qu'effectivement le nombre de passagers traversant la Loire a augmenté depuis 2006. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives? Est-ce que c'est un service qui va augmenter? Enfin, est-ce qu'il y a une demande, en tout cas, supplémentaire? Il a cru l'année dernière de plus de 10%, donc ça veut dire qu'il y a encore de la marge de progrès, hein. Il y a la même marge de progrès que sur beaucoup de services de transport public, c'est-à-dire les marges de progrès sont un petit peu en dehors des heures de pointe. Donc, comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir un service qui, là, peut se développer sous des aspects plus touristiques, plus d'heures creuses. Et puis, je pense que notre service, il a un autre pôle d'amélioration sensible, c'est-à-dire une question qui est posée depuis un petit moment. C'est côté nord de la Loire, nous arrivons donc sur un espace à Gare Maritime où il y a la liaison avec le tramway et il y a quelques parkings autour. Quand on arrive à Trentemoux, le service, il n'est pas tout à fait bien relié au réseau. Je disais tout à l'heure, il est bien relié au réseau. Le réseau de transport public, il est un petit peu plus loin. Je sais bien qu'en traversant Trentemoux, c'est sympa. On arrive très vite à la ligne de bus, mais ce n'est pas exactement ça. Et il n'y a pas de parking permettant, par exemple, d'accueillir une clientèle qui viendrait du Pays de Retz ou de l'ensemble du sud-ouest de l'agglomération. Et donc, il y a un projet dont on a discuté plusieurs fois avec Nantes Métropole, avec la ville de Rezé, hein, qui consiste toujours d'ailleurs, parce que le projet existe toujours, à utiliser le terrain des anciennes sablières, puisqu'il y a des sablières qui ont disparu, pour faire là un vrai espace de connexion de notre ligne de bateau avec l'ensemble de la mobilité. On arriverait de la route de Pornic, on laisserait sa voiture sur un beau parking relais, il y aurait une ligne de bus qui arriverait là, et on pourrait prendre le bateau pour traverser. Ce qui éviterait aussi que beaucoup des voitures qu'on va voir traverser la Loire viennent traverser la Loire. Donc le potentiel, il existe, à mon avis, à condition qu'on améliore la liaison de notre bateau avec l'ensemble du service de mobilité de l'agglomération. C'est possible côté sud, et moi je suis persuadé que c'est un développement qu'on devra faire dans les années qui viennent. Et ce potentiellement, j'allais dire, on doit pouvoir monter à plus de 700 000 passagers sur cette ligne, sans problème. Il y a une vraie demande. Donc tout à l'heure aussi, vous nous avez indiqué qu'effectivement le transport fluvial avait un coût qui était lié au nombre de personnes, enfin du personnel qui était, voilà, entre autres, qui était présent sur le bateau, de manière à maîtriser peut-être les coûts. Est-ce que il a été imaginé d'avoir des bateaux accueillant une plus grande capacité de passants? Alors, on peut monter un peu plus que nos 99 passagers. Je crois que c'est 99 passagers, la limite pour 2 personnes à bord. Après, on est encore dans l'échelle supplémentaire. Il faudrait, au-delà de 99 personnes, je crois qu'il faut 3 personnes. Bon. Donc, vous voyez, on est dans une... La France va être crevée sous la réglementation. Je ne devrais pas dire des choses pareilles, mais je pense qu'on est souvent freiné par des aspects réglementaires. Et c'est vrai que ça... les coûts, le fluvial comme le transport urbain, il ne faut jamais oublier, 80% des coûts, c'est des coûts de personnel. Donc si un jour on veut des équations économiques un petit peu différentes, c'est pour ça que tous les réseaux sont passés à un agent, hein, c'est tout simplement parce que sinon on ne tient pas l'équation économique, on la tient déjà pas bien, là on la tiendrait encore moins bien. Puis après, il ne faut pas non plus faire des bus articulés, là je plaisante, enfin au sens de bus de bateaux de grande capacité. Bon, après, il faut aussi les installations qui permettent aussi d'assurer des montées et des descentes dans des conditions de sécurité. C'est pas
monter à bord d'un bateau, c'est pas exactement la même chose que de monter dans une station de tram. J'évoquais tout à l'heure le marnage sur la Loire. C'est quand même un problème important. Ça nous a valu aussi quelques discussions avec les associations de handicapés, puisque notre bateau, théoriquement, enfin, il n'est pas accessible au sens de l'accessibilité, puisqu'une personne handicapée toute seule, il y a des moments où la pente n'est pas conforme à la fameuse réglementation. Nous, on répond en disant qu'on peut faire du transport de personnes handicapées accompagné. Ça se fait beaucoup en Allemagne, aux Pays-Bas, dans tous ces pays-là. L'accompagnement d'une personne handicapée, c'est aussi une des conditions d'accès à certains modes de transport. C'est ce qu'on fait sur la navette de la Loire. On peut y accéder, handicapés, accompagnés. Bon, voilà. Sinon, je ne vois pas très bien comment on peut régler le problème du marnage. Ou alors, on va faire des échelles qui n'en finissent pas. Et quand on a des montées-descentes, ça devient aussi un vrai frein. Toujours sur cette navette et cette traversée, il n'y a pas des moments de la journée, peut-être, parce qu'on comprend qu'il y a beaucoup de monde, sans doute aux heures de pointe, le matin et le soir, comme sur les autres modes de transport, mais il n'y a pas des moments dans la journée où on pourrait desservir l'île. Je ne sais pas si c'est un intérêt, mais ça paraît surprenant qu'il n'y ait pas d'arrêt sur l'île de Nantes. Alors, le problème de la desserte en triangle, hein, avec un arrêt sur l'île de Nantes. Bon, d'abord, il faudrait un ponton complètement accessible. Et le ponton tel qu'il a été réalisé aujourd'hui pose, dans certaines conditions de marée, un certain nombre de difficultés. Il est quasiment inaccessible. Bon. Donc là aussi, ça se réfléchit, là où on met les pontons. Et après, la triangulation, ça repose le problème que j'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un arrêt intermédiaire, le temps d'arrêt va venir augmenter le temps de trajet. Et si on veut maintenir la fréquence, avec un bateau, on ne fera pas la triangulation en 20 minutes. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il faut remettre des moyens. On le fait en fin de service l'été, parce que justement, l'été, on se dit que on est moins pressé, et c'est vrai que notre fréquentation est très très forte l'été. Hein. Je regardais les chiffres, le mois le plus chargé sur ce bateau, c'est le mois d'août. Hein, on fait 57 000 voyageurs au mois d'août, parce qu'il y a aussi beaucoup de tourisme. Et là, on peut se permettre d'avoir un trajet un petit peu plus long. Mais je n'imagine pas de le faire en permanence parce que je préfère privilégier la fréquence du passage. Et c'est ça qui nous handicape un tout petit peu sur ce service. Ok, on a compris pourquoi sur l'Erdre, ça a été un échec, la desserte longitudinale, la ligne longitudinale. En particulier parce qu'effectivement, on peut naviguer, enfin, on est contraint par la vitesse sur l'Erdre. Sur la Loire, est-ce qu'on ne peut pas imaginer des bateaux, des navibus à grande vitesse qui permettraient de desservir le Pèlerin, Saint-Jean-de-Boiseau, Coiron, enfin, voilà, question. Hein. Oui, non, mais on peut tout imaginer, on est à l'heure des rêves, Noël est passé, mais on peut encore rêver. On a fait d'ailleurs pendant 2 expériences, on a fait une liaison sur le Pèlerin Nantes. Hein. Et puis il existe des liaisons à grande vitesse. Hein. Vous allez en Australie, à Brisbane, il y a un magnifique service de transport de navettes fluviales avec des bateaux rapides, c'est absolument extraordinaire. Et ça marche du feu de Dieu. Bon. Revenons en Europe et revenons chez nous. Si on veut faire ce type de service, et il faut 2 conditions, de mon point de vue. La première, c'est qu'il faut que le temps de parcours soit quand même relativement limité. Si on fait le Pèlerin, gare maritime en 1 heure, c'est sympathique, mais c'est pas ce qu'on fera pour aller au boulot. Donc nous, on estime qu'il faut que le trajet ne dépasse pas 30 minutes, 35 minutes. Parce qu'une fois qu'on arrive à gare maritime, pour beaucoup de gens, on n'est même pas encore arrivé à leur destination finale. Et puis, deuxième condition, il faut que ce soit un service urbain. Donc, pour que ce soit un service urbain, il faut que j'ai au moins un départ, allez, mettons tous les quarts d'heure, si je suis pas, mettons 20 minutes, mais pour être extrêmement pas gourmand du tout. Alors, vous faites gare maritime Le Pèlerin à 35 minutes, aller-retour 70 minutes, vous voulez faire un service à 20 minutes, il vous faut 4 bateaux. Voilà. L'équation est simple, si vous n'avez pas 4 bateaux, vous ne pourrez pas faire un service à 20 minutes. Et si ce n'est pas un service à 20 minutes, ben, ce n'est pas un service urbain. On refera de la balade de la Loire. Et moi, je veux bien, mais pas tous les jours pour les bosser, quoi. Ok, la réponse est claire. Bon, vous avez aussi répondu à une des questions qu'on se posait, à savoir qu'est-ce qui se passe sur d'autres villes. Donc manifestement, il y a assez peu de villes. En France, oui. En France ou en Europe. Vous avez regardé aussi en Europe s'il y avait Oui, en Europe, il y en a dans beaucoup de... Enfin, bon, beaucoup.
Aux Pays-Bas, dans les pays du Nord, à Hambourg, il y a de magnifiques services fluviaux, etc. Ben, quand on regarde le transport public, il faut regarder la tête en l'air vers l'Europe du Nord, on voit des choses sympas. Donc il y a quand même des choses possibles. Ah oui, c'est possible. Alors je ne parle pas de Venise, parce que Venise, c'est autre chose. Hein. C'est une ville qui est sur l'eau. C'est pas tout à fait même si Nantes a été la Venise de l'Ouest, certes. Donc les Vaporetto, c'est pas encore... Non. Laissons à Venise sa spécificité. Nantes a les siennes. D'accord. On va quand même revenir un petit peu sur Terre. Et dans le cadre du débat qui s'intéresse à la Loire, à ses franchissements et aussi au cœur métropolitain, ce serait quand même intéressant que vous nous disiez quels sont vos schémas, je veux dire, prospectifs de desserte de ces 3 grandes zones qui vont faire le nouveau cœur métropolitain, le Bas-Chantenay, l'île de Nantes, bien sûr, qui est déjà desservie, mais sans doute où il y a des équipements supplémentaires à prévoir, et puis Pirmil-les-Îles. Donc, quelle projection vous faites sur ces... Alors, je vais commencer par l'île de Nantes, ou plutôt par une réflexion plus globale sur l'organisation du réseau de transport de l'agglomération nantaise, qui est un réseau qui, effectivement, aujourd'hui est encore un réseau extrêmement centralisé, hein, puisque encore beaucoup de choses passent par ce qu'on appelle commerce. Hein, et donc, on a besoin de développer ce réseau un petit peu à l'échelle du cœur de l'agglomération. Alors, la première vraie tentative, entre guillemets, j'allais dire, c'est ce qu'on vient de réaliser avec Nantes Métropole l'année dernière, c'est la C5. Donc, c'est cette ligne qui va du hangar à bananes, ou plutôt du hangar à bananes à certains moments, jusqu'à la gare sud, en étant une ligne longitudinale qui traverse donc l'ensemble de l'île de Nantes, et dont la fonction première, c'est pas forcément de faire traverser tous les gens de l'île de Nantes, c'est aussi d'offrir toute une série de liaisons avec les 2 grandes traversées que sont d'un côté le busway, de l'autre côté les lignes 2 et 3. Et ça marche tellement bien, cette affaire-là, c'est que cette ligne de bus, qu'on a lancée maintenant il y a 2 ans, qui a commencé avec 6 000 voyageurs par jour, elle a dépassé les 13 000 voyageurs par jour aujourd'hui. Alors je sais bien qu'entre-temps, ça se construit, l'île de Nantes, il y a le lycée international, enfin il y a beaucoup d'équipements, bien sûr, mais on voit qu'il y avait une vraie demande. Alors là aussi, c'est une ligne qu'on a voulu, comme elle fonctionne beaucoup en correspondance, elle fonctionne toutes les 5 minutes en heure de pointe, donc ouais. Alors c'est l'offre et la demande, c'est toujours pareil, c'est toujours le même cercle. Et donc là, c'est un embryon de ce que pourrait être une desserte de l'île de Nantes, dans la mesure où il faudra demain la raccorder aussi et on pense qu'elle aura d'autant plus de potentiel qu'on arrivera à la raccorder au réseau au nord et au sud. Donc il y a tout un débat sur comment raccorderons-nous cette ligne 5. Alors il y a déjà des idées pour dire qu'on pourrait imaginer de la raccorder au nord de l'agglomération après la gare pour la brancher avec la ligne C2 qui reprend la route de Rennes. Donc de reprendre une grande transversale comme ça. Et puis de l'autre côté, quand on est à l'ouest, alors sans aller forcément au hangar à bananes, mais un petit peu avant, comment je raccorde cette ligne, soit en traversant la Loire, et on retombe sur les problèmes de franchissement pour la relier à la ligne 1, voir comment on la ramène aussi au sud, parce qu'il y a au sud un certain nombre d'aménagements qui vont arriver. Côté Rezé, il y a la ZAC des îles, il y a aussi des possibilités, il y a des zones commerciales qui méritent aussi d'être desservies en transport public. Il y a des terrains possibles pour faire des parkings relais. Et donc cette ligne pourrait avoir une espèce d'image un petit peu hantée. Vous voyez, c'est un des schémas sur lequel on peut imaginer que cette ligne permettrait d'être reliée à l'ensemble de notre réseau. On aura aussi, bien sûr, la nécessité de desservir l'hôpital. Donc, est-ce que ce sera le chronobus d'aujourd'hui tel qu'il est, ou demain un dédoublement chronobus ligne de tramway? Ça fait partie des études en cours. Il y aura peut-être plusieurs schémas. J'en ai vu plein circuler dans la presse, donc je pense qu'il y a plein de gens qui réfléchissent là-dessus. Donc je ne doute pas qu'il y ait une solution intelligente. Surtout si elle est portée par la Sémitan. Donc, on n'est pas les seuls à porter l'intelligence, heureusement. Est-ce que, la question qui vient, c'est évidemment, puisque vous parlez des franchissements hein, et de la desserte de l'île et des zones nord et sud, est-ce que, vu de la Sémitan, un des ouvrages de franchissement, ou 2 ou 3, j'en sais rien, doivent aussi servir au transport collectif? Si je reprenais l'exemple de la C5, c'était bien... La C5 a été conçue avec le pont Tabarly qui a été construit pour qu'une ligne de transport public puisse passer dessus. Il a même été dimensionné pour qu'un tramway puisse traverser. Donc là aussi,
c'est très bien de prévoir l'avenir. Il n'y aura peut-être jamais de tramway sur le pont Tabarly, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je le verrai sans doute pas. Mais si un jour il y en a un, l'infrastructure permet de le faire. Bon. Après, nous occupons aujourd'hui les autres ponts, entre guillemets. Moi, le pont des trois continents est un pont sur lequel on peut parfaitement imaginer qu'il y ait une infrastructure de transport public pour rejoindre demain la ZAC des îles, le secteur de Rezé. Au contraire, je pense que ça sera même une nécessité. Je crois que ce pont a été conçu pour le faire. C'est plus difficile pour le pont Anne de Bretagne, mais c'est a priori faisable. Donc la question, c'est, dans l'étude des franchissements telle qu'elle est conduite, est-ce qu'on utilisera des ouvrages existants? Parce que quand je vois les projections de Nantes Métropole, auxquelles je pense qu'il y a une place importante pour les transports publics, donc je m'en réjouis d'autant plus. Mais je me dis qu'il faut aussi qu'il y ait de l'offre supplémentaire pour atteindre les objectifs qu'évoquait Éric tout à l'heure. Il faut effectivement de l'infrastructure. Et donc cette infrastructure sera-t-elle en matière de transport public sur des ponts existants ou dans le cadre des nouveaux franchissements qu'on doit réfléchir? C'est une question qui fait partie du débat. Je n'ai pas évidemment la réponse aujourd'hui, mais je n'imagine pas s'il y a des nouveaux franchissements, qu'il n'y ait pas une place pour les transports publics dessus. Sinon, les objectifs qu'on s'est fixés, on ne sera pas capable de les atteindre. On sait qu'on atteint des objectifs en matière de transport public si on leur donne des priorités d'accès, des conditions de circulation qui leur font être plus performants que la voiture dans un embouteillage. Donc on a besoin d'espace, nous. C'est malheureux, mais on a besoin d'espace. Alors pour terminer sur la question du transport, et toujours transport fluvial, avec l'arrivée du CHU donc, sur l'île de Nantes, on nous a dit tout à l'heure, effectivement, ça allait générer à peu près plus de 30 000 déplacements quotidiens. Quel est votre avis sur la pertinence d'une liaison peut-être fluviale pour desservir ce CHU ? Il y a de l'avenir pour le transport fluvial, j'en suis persuadé. Et j'imagine pas que l'île de Nantes demain, étant le cœur de Nantes, ne bénéficie pas d'une liaison fluviale améliorée. Une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit parce que il faut le faire dans des conditions économiques qui correspondent à ce que j'évoquais sur le bon fonctionnement d'un service fluvial. Il ne s'agit pas de faire du transport touristique, il ne s'agit pas de faire le tour de l'île en bateau. Moi, je n'y crois pas à cette version-là. Il faut donc trouver, par rapport au pôle que sera notamment l'hôpital d'un côté, et puis il y a les zones d'emploi de l'autre côté, où il existe déjà un ponton du côté de la région, par exemple. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un certain nombre de liaisons qui permettraient d'accéder directement à l'hôpital sans avoir besoin de prendre sa voiture? Alors est-ce que c'est pertinent de le faire depuis le nord vers l'hôpital? Par exemple, est-ce que demain, il faudra créer une liaison à Gare Maritime qui pourrait être notre centre névralgique en matière de transport de bateaux? Vous imaginez qu'il y a 3 bateaux. Il y en a un qui va au sud à Trentemoux, un qui va à l'hôpital et qui finit à Pirmil, et puis un qui remonte vers l'est de l'agglomération pour aller vers le palais de justice et le palais de région. On peut imaginer un réseau comme ça. Ça a du sens. Ça a du sens, sauf que ça a un coût. Bon. Et donc, dans les arbitrages qu'il faudra rendre, je pense que ça peut être un bon schéma, parce qu'on a de l'espace encore sur ces rivières. On a quelques obstacles. Il faut passer des ponts qui n'ont pas... Je pense à la passerelle Schulcher, elle n'a pas forcément été faite tout à fait pour que n'importe quel bateau passe dessous, surtout quand les marées sont hautes. Enfin, il y a quelques obstacles physiques, mais ça peut se résoudre. Mais je pense qu'il y a du sens à ce type de liaison. Après, l'opportunité, c'est vraiment la question du coût de ces services-là. Mais ça a du sens. Il y a des potentiels de déplacement. On imagine qu'on sait très bien que tout l'ouest de l'agglomération, quand on arrive à Gare Maritime, il y a un potentiel très important de population à l'ouest de l'agglomération qui est forcément intéressé par des liaisons qui vont demain sur le quartier d'emploi nouveau que sera l'ensemble de l'île de Nantes. Et s'ils font cette traversée plutôt en bateau, plutôt que d'aller jusqu'au centre-ville commerce pour prendre une autre ligne de tramway, je pense qu'on a un intérêt à multiplier nos liaisons. Après, je répète, c'est un problème malheureusement de coût. Et donc, si on rêve, c'est jouable. Si on regarde son porte-monnaie, il faudra peut-être étaler ça dans le temps. En tout cas, la question est posée. Comme l'audition est filmée, mise en vidéo sur le site, je pense que les autorités vont être informées de ce projet et pourront donc préparer les budgets correspondants. C'est comme disait Éric tout à l'heure, c'est que la vision du pauvre technicien que je suis, c'est-à-dire
Bien sûr que je rêve du développement des transports publics dans cette agglomération, sinon je ne ferais pas ce métier-là. Et je pense que là, il y a une vraie réponse. En plus, je pense qu'elle correspond assez bien à l'image de Nantes. Enfin bon, ça c'est ma vision personnelle, mais je pense qu'elle correspondrait bien à l'image de Nantes. Et comme on est dans une ville qui cherche à innover en matière de transport, c'est d'ailleurs même un de ses ADN, hein, le tramway, le busway, le chronobus, tout ça, c'est des inventions un peu nantaises qui sont copiées. Eh bien, un service fluvial dans une ville comme Nantes, qui est une ville d'eau quand même, ça a aussi du sens. Bon, après, je veux dire, on est rattrapé par l'économie. Et après, il faut faire des choix. Et c'est pas moi qui fais les choix.